Émilie et Mélo et on se retrouve pour une comparaison, pour une lecture du PLIB 2022. Il s'agit de Diamant de Vincent Tassi. Alors Vincent Tassi, on l'avait déjà découvert avec Comment le dire à la nuit, une lecture très particulière mais plutôt très belle, qu'on avait découvert au PLIB, il était dans les finalistes du PLIB 2020, 2019, quelque chose comme ça, je ne sais plus. 2019. 2019, voilà. Et depuis, on a plutôt apprécié la plume de Vincent Tassi, qui est quelque chose de très atypique, très particulier. Et donc du coup, Diamant nous tentait un peu aussi. Mais voilà, il y a un petit mais, on va vous expliquer au fur et à mesure, vous allez comprendre. Comment le dire à la nuit, pour revenir rapidement là-dessus, on vous mettra en barre d'infos la vidéo qu'on a fait parce que ça a vraiment été un coup de cœur. Enfin, en tout cas, il me semble, de mémoire, ça avait vraiment été un... Pour moi, ouais. Ça avait vraiment été un coup de cœur. La plume est d'une poésie, d'une finesse. Et il y a quelque chose de... Comment dire, de très immersif. Voilà, on a l'impression de se plonger dans un truc un peu... dans un bain un peu chaud, un peu quelque chose, voilà, de très presque consistant en fait. C'est très particulier et donc on a lu aussi, enfin moi j'ai lu Loin de lui le soleil et moi toi t'as lu Apostasie. J'ai lu aussi les deux. Toi t'as lu les deux, moi j'ai pas encore lu Apostasie. Mais disons que les trois romans là sont un peu dans la même veine et donc du coup on s'attendait à retrouver un petit peu de ça dans Diamant et on a vu passer des avis assez mitigés. Ce qui n'était pas étonnant en soi parce que je dirais que Vincent Tassi c'est quand même une plume particulière, un univers particulier, ça peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, on a commencé à avoir passé des avis mitigés et on s'est dit, bon, allons-y, pour nous c'est presque une valeur sûre en fait. Et ce que j'aimais beaucoup avec Comment le dire à la nuit, c'est surtout l'approche des sentiments et des émotions de ces personnages. Il avait une façon de les décrire qui était très juste, mais très imagée et voilà, j'aimais beaucoup ça. Mais sans que ce soit forcément des coups de cœur parce que c'est quand même quelque chose de très particulier. Il y avait un côté, dans ces trois romans précédents, il y avait un côté très gothique, très sensuel, sexuel et un peu sanglant. Voilà, mais donc du coup quelque chose qu'on retrouve très différemment dans celui-ci. Je pense que pour vous parler de Diamant, déjà on va peut-être vous faire, le seul pitch qu'on peut vous faire, c'est qu'on se trouve dans le royaume de Vèvres, et plus particulièrement dans la capitale du royaume qui s'appelle Étrange, et on va suivre Donc du coup, on va côtoyer tout au long de l'histoire la cour, et en particulier la cour royale, enfin le centre de la cour du royaume, dans cette ville, et tout se déclenche, toute l'histoire commence à l'arrivée de Lor-Elai, donc un ange qui va descendre du ciel, et qui va... les gens l'espèrent en tout cas, apporter... qu'est-ce que ça... je sais pas, la plénitude, l'argent, la fertilité dans les champs, enfin tout en fait. Tout. C'est vraiment le miracle qui descend sur Terre. Et l'histoire commence comme ça. Je pense que le plus facile peut-être, c'est de sectionner un petit peu pour vous en parler. Moi je commencerai par l'univers pour dire que, très simplement, c'est un univers de fantasy qui je trouve est très bien trouvé, avec voilà, un système politique, des systèmes de royaumes. On sent très rapidement des dissensions politiques malgré une alliance qu'on comprend de longue date. C'est basé sur des mythes qu'on va découvrir au fur et à mesure. Il y a une forme de religion, chaque royaume a un peu ses croyances et sa façon de... même si on voit essentiellement le royaume de Vèvres. Et donc du coup j'ai trouvé qu'en termes de construction de l'univers, on est en tout cas sur quelque chose de vraiment sympa. Oui, alors je suis d'accord, même si du coup il y a ce côté, cet univers assez complexe, assez riche, mais il y a aussi l'approche de la narration qui est très particulière et qui fait qu'on a du mal à saisir l'univers. À la fin du roman, je pense avoir à peu près saisi toutes les ficelles, mais au début, même au milieu, c'est très compliqué à comprendre. Mais en même temps, on va y revenir après quand on parlera des personnages, je pense, c'est parce que les personnages eux-mêmes ne comprennent pas tout et on ressent un peu les mêmes choses que les personnages. On est plongé dans la même ambiance et donc on est aussi perdu qu'eux. Donc voilà, donc ça rend cet univers un peu complexe à saisir. Dans cet univers, la religion est assez importante en fait, la variété des religions au final. Il y en a qui croient en l'inconnaissance, en l'inconnu, il y en a qui ont encore un peu de magie, il y en a qui ont perdu leur magie, il y a un aspect très biblique. Le PLIB a réalisé une interview de l'auteur et donc du coup j'en ai vu une bonne partie et c'était intéressant parce qu'il disait que il a
sans que ce soit son but principal, mais voilà, il a essayé de réunir un peu des morceaux de chacune des religions de notre monde à nous, le fonctionnement, enfin voilà, il y a cet aspect là. Je ne pense pas que ce soit voulu parce que c'est ce qu'il dit dans l'interview, c'est pas quelque chose qu'il avait recherché volontairement, mais moi il y a des passages où ça m'a clairement fait penser à la visite des rois mages sur l'enfant Jésus. Et voilà, il y a 3 personnages, 3 rois de contrées voisines de Vèvres qui viennent rendre visite à Laurelé, et clairement ces passages là et d'autres chapitres ça m'a vraiment fait penser à la religion catholique. Mais Mélo, vous parlez de la narration, du coup avant de passer sur les personnages, de toute façon ça va ensemble, on va peut-être parler de cette plume et de la façon dont c'est raconté. Alors la plume, c'est la plume de Vincent Tassis, c'est une plume qui est encore une fois très poétique, c'est presque de la poésie en prose. Les mots sont très recherchés, y a, dans les sonorités, il y a quelque chose de très immersif, quelque chose qui... alors j'ai pas dit que c'était immersif de façon agréable, mais très clairement cette plume là est complètement au service de l'ambiance que l'auteur voulait rendre dans son roman. Et en l'occurrence c'est quelque chose de très lent, de très langoureux, de très... j'ai pas envie de dire assommant, mais comme s'il y avait une chape de plomb qui nous tombe dessus et qui rend la lecture, moi en tout cas ça m'a rendu la lecture cette fois-ci assez compliquée. Voilà, tout au ralenti, et il y a des personnages chez qui c'est encore plus flagrant, puisqu'en fait, ça aussi c'est important, la narration est faite chapitre par chapitre, avec un narrateur différent à chaque fois, donc il y en a certains qui reviennent plusieurs fois, plus ou moins souvent, et ça s'alterne à chaque fois, tout en suivant un rythme assez chronologique dans l'histoire. Et bah voilà, il y a certains personnages chez qui c'est encore plus flagrant, cette espèce de mollesse, cette espèce de... Voilà. Je suis entièrement d'accord avec Mélie, en fait tout au long du roman je pense qu'on a à peu près le même avis et le même ressenti. Alors d'un côté c'est bien d'être capable de nous faire ressentir la même chose que ces personnages, d'être capable de rendre une ambiance, bah voilà c'est clairement voulu l'ambiance qui est présente, même si sur nous ça n'a pas eu un effet très positif, ça a même rendu la lecture plutôt difficile. J'ai envie de dire que si cette ambiance et cette langueur et ce vide, enfin ce sentiment de vide, de sentiment de trop, ce sentiment un peu dépressif qui pèse sur nous, ça avait été sur une histoire de 100 pages, ça aurait pu le faire, ça aurait pu être très sympa, mais sur une histoire de 300-400 pages, ça devient compliqué sur le long terme, en fait c'est très compliqué à lire. Enfin en tout cas ça c'est mon avis, c'est mon ressenti. Je suis complètement d'accord avec Mélo, puisque moi ce roman je l'ai commencé 2 fois. Je l'ai commencé une première fois seule, et en fait arrivé à 16%, j'avais l'impression d'avoir toujours rien compris. Et j'arrivais plus à avancer quoi. Je me suis retrouvée bloquée parce que ouah, c'était pesant, c'était dur sans être... comment dire... C'est pas tant en termes de difficulté, mais vraiment cette plume qui était... j'ai presque envie de dire visqueuse, au sens où moi j'avais envie d'avancer dans ma lecture et je me sentais retenue par, voilà, par tout ce que les sentiments des personnages, par voilà, la longueur, enfin, voilà, tout ça, on l'a déjà dit. Et ensuite je l'ai recommencé une deuxième fois où on l'a fait en lecture commune avec Mélo, et je pense heureusement qu'on l'a fait en lecture commune ce roman, parce que je suis pas sûre que j'aurais réussi à aller jusqu'au bout tellement c'était difficile. Oui, moi je pense que je l'aurais abandonné. S'il n'y avait pas eu le pli, la lecture commune, je pense que j'aurais abandonné parce que c'est pas pour moi. Clairement, les œuvres de Roman Tassis, de toute façon on l'a dit au début, c'est pas pour tous les lecteurs. Et même si les 3 autres livres de Tassis, je les ai appréciés, celui-là il n'était pas forcément pour moi. Et en plus de ce côté de cette langueur, de tout ce qui pèse sur les personnages et du coup sur le lecteur aussi, il y a, bah voilà, c'est très... Il n'y a pas d'action, il n'y a pas énormément d'action, il y a du mystère puisqu'on comprend pas tout clairement, mais c'est pas un mystère haletant et voilà, tous les chapitres prennent leur temps et on sait pas ce qui se passe, les personnages ne savent pas ce qui se passe et il n'y a pas de... Ah comment dire, il n'y a pas d'étincelle qui met le feu au truc quoi. Ouais voilà c'est ça. Bah là on a vite fait parler des personnages. Moi j'ai envie de dire que j'ai eu un peu une forme d'anesthésie pendant cette lecture. C'est-à-dire qu'en gros c'était à la fois un gros shoot de sentiments et à la fois quelque chose d'assez plat. Et du coup j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage. Il n'y a pas un personnage... Enfin comment dire... j'ai pas été particulièrement triste quand il arrivait des choses à certains personnages. J'ai
j'ai pas réussi à vivre cette aventure avec eux comme je l'aurais voulu. Déjà parce que moi-même j'étais tellement perdue que c'était compliqué. Et ensuite parce que voilà, il n'y a pas ce rapprochement que je pouvais avoir. Encore une fois, je pense que c'est dû à la plume et à cette façon lisse et très bizarre tout ce que je vous raconte. Je comprends que ce soit difficile à comprendre pour vous, hein, mais c'est le ressenti que j'ai eu en tout cas. Oui. Et en effet, je pense que c'est quasiment impossible de s'identifier au personnage, donc l'attachement peut ne pas être là, et clairement pour nous il n'était pas là. Et en plus de ça, les personnages ne sont ni bons ni mauvais, et ils ont quand même il y en a beaucoup qui ont des aspects un peu dérangeants. C'est voulu, hein, l'auteur le savait à l'avance qu'on pourrait reprocher quelques petites choses à des personnages. Notamment par exemple pour Dolbreuse, un bon gros abus de position dominante avec quelques petits passages sur la sexualité qui est pas... voilà, mais voilà, ça fait partie du personnage, ça donne une profondeur à ces personnages. Chaque personnage a des caractéristiques bien marquées, bien différentes les unes des autres, et ça c'est très bien, même si bah du coup pour moi ça ne l'a pas fait parce qu'il n'y a pas eu cet attachement, parce que aucun des personnages ne me plaisait plus qu'un autre, et j'étais... voilà, c'était plat. Et par contre, les émotions des personnages ont eu chez moi un effet plutôt négatif, puisque en fonction des personnages, en fonction de la ville et du pays, je trouve qu'ils pèsent sur eux des problématiques mentales. Bah, c'était que des émotions négatives pour moi. J'ai l'impression qu'il y a quand même... j'ai l'impression que ça traitait de dépression, de burn-out en fonction des personnages. Il y en a qui ressentent un grand vide. On l'a déjà dit, il y en a qui ressentent énormément de langueur et ils sont à moitié endormis. Et pour moi, du coup, c'était difficile à lire puisqu'il n'y avait pas d'émotions positives. C'était que des émotions soit neutres, soit négatives. Alors, de mon côté, j'ai pas eu d'attachement réel pour un personnage. C'est-à-dire s'il leur arrivait un truc, bah, j'ai pas eu d'attachement émotionnel. Donc je n'ai pas pleuré en lisant ce roman. Ce qui est quand même assez rare, vous me connaissez maintenant. En revanche, j'en ai certains que j'ai appréciés, notamment le roi de Vèvres qui a quitté donc sa femme et ses filles pour aller devenir roi d'un autre royaume, le royaume de Ronce. Ce roi-là qui s'appelle Adalhelm, j'ai énormément aimé ce personnage parce que je trouve que de tous ceux qu'on a vus, c'est le plus normal. Alors, il arrive très très tard dans le roman, il arrive à 60%, mais comment dire, lui il a pas choisi d'être roi, le pouvoir ça l'intéressait pas, et il arrive et en fait il va nous décrire tardivement, et c'est dommage, tout ce qui... enfin, comment il se sentait en fait dans cette position là, qu'est-ce qu'il a observé, qu'est-ce qu'il l'a fait mûrir, qu'est-ce qu'il essayait de faire, et à un moment il le dit j'étais roi, mais j'étais roi de rien en fait, parce qu'il pouvait prendre aucune décision, il pouvait rien changer, il pouvait pas améliorer la vie de son peuple. Et donc du coup j'ai trouvé ce personnage très beau. Je trouve qu'il a pris des décisions finalement très difficiles, pour lesquelles il ressent lui de la culpabilité, mais j'ai vraiment aimé ce personnage. Voilà, je trouve que c'est rare de voir des personnages comme ça qui finalement ne cherchent rien, qui suivent le cours des choses et qui finalement peut-être se rendent compte qu'ils n'ont pas pris les bons chemins, et que voilà. Donc c'est un personnage très intéressant. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai aimé ce personnage, mais clairement ça a apporté un second souffle à ce roman. Ça m'a permis de continuer un peu plus, arriver à 60%, il y a plus de choses qui arrivent, des choses un petit peu plus intrigantes. Et en fait je pense que c'est pas que le personnage qui est très intéressant parce que c'est le plus normal, ou c'est celui qu'on arrive le mieux à comprendre, parce qu'il nous explique clairement les choses, ce qu'il ressent et pourquoi il a fait ça, il l'explique clairement, alors que les autres c'est plus subtil, c'est plus sous-entendu, c'est plus à nous de deviner ce qu'ils expriment, parce que eux-mêmes ne savent pas forcément tout le temps ce qu'ils ressentent. Lui il sait mettre des mots sur ce qu'il ressent, mais ce n'est pas que lui qui est très intéressant en fait, c'est tout son royaume, c'est tout Ronce qui est très intéressant. Mais malheureusement Ronce arrive assez tard dans le roman et c'est pas aussi développé que Vèvres et que tout le reste. Donc voilà, c'est un aspect que j'aurais aimé voir un peu plus, parce que le fonctionnement de Ronce, même si il pèse toujours quelque chose de très sombre, de très langoureux aussi sur ce royaume, mais voilà, il a un fonctionnement très intéressant. Je la rejoins complètement. C'est un royaume dans lequel... enfin, c'est un royaume dont on peut faire partie parce qu'on se sent faire partie de ce royaume en fait. On dit royaume, mais il n'est pas forcément roi, enfin il est appelé roi, mais il n'a pas le rôle de roi qu'on voit dans un royaume normal, ou comme dans le royaume de Vèvres, enfin dans le Rénome de Vèvres, du coup vu que c'est une reine, c'est pas un roi. Et du coup, les autres personnages,
Celui qui m'a le plus plu derrière, c'était Savannah. Savannah, sa fille, enfin leur fille du coup, la fille d'Alamasonte et de Adalelm, la deuxième fille. J'ai trouvé que c'était celle qui avait le plus de pêche, franchement. Quand on est dans un roman où tous les personnages vont pas très bien, moi j'ai trouvé que c'était celle qui avait le plus d'énergie, celle qui avait le plus la bougeotte et qui était là pour amener, faire bouger les choses et ramer et faire quelque chose, agir. Et du coup je trouve que ça apporte vraiment, comment dire, ça apporte une belle balance avec sa sœur Daphnéa qui là pour le coup est complètement... C'est un personnage intéressant aussi Daphnéa, mais qui est beaucoup plus difficile à saisir parce que c'est un personnage qui est, on le dit, transparent, absent, volatile, muet, mais qui reste, et toutes les deux d'ailleurs, profondément attachées à leur royaume et à leur peuple en fait. Pour Savannah, je suis entièrement d'accord, elle apporte un peu de dynamisme, elle veut faire des choses, après elle n'est pas forcément capable de les faire ou elle n'y arrive pas forcément, donc ça n'apporte pas non plus un dynamisme waouh quoi. Mais c'est sûr que ça contrebalance un peu l'aspect de certains personnages qui se laissent aller. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Certains personnages qui se laissent aller. Je pense qu'à la fin du roman, mon avis entre Daphnéa et Savannah a changé, même si au début le côté plus actif de Savannah me plaisait davantage. Tout ce que Daphnéa apporte à l'histoire et toutes ses caractéristiques... et je pense que je préfère elle est plus complexe, plus mystérieuse aussi, et elle apporte, malgré sa longueur, malgré son évanescence, elle apporte beaucoup plus de choses à l'histoire que Savannah, je trouve, ou en tout cas elle apporte quelque chose de différent. Je suis d'accord. Après, il y a un autre personnage qui est super, qui est un peu super important, et alors je l'ai pas aimé, mais j'aime ce qu'elle représente, c'est la reine Alamazonte. La reine Alamazonte qui n'a absolument aucun instinct maternel, qui n'a absolument pas voulu d'enfant, qu'on a obligé à en faire pour avoir des héritiers, des héritières en l'occurrence. Et j'ai aimé le fait qu'on nous présente enfin dans la littérature une mère qui ne ferait pas tout pour ses enfants, une mère qui n'a pas envie d'être mère, une mère qui n'a pas d'instinct maternel. J'ai trouvé ça chouette. Et qui, comment dire, qui s'épanouit sur... Enfin, qui s'épanouit. C'est peut-être un peu trop positif comme mot, surtout pour parler d'Alamazonte, mais en tout cas quand elle était plus jeune, qui a priori s'épanouissait dans son métier, dans la politique, voilà. J'ai trouvé ça beau qu'il y ait ce rôle-là pour une femme. Ça nous change que de voir les mères courage, les mères braves, qui donneraient tout pour leurs enfants, qui sacrifient tout pour leurs enfants et surtout qui se... comment dire, je trouve que souvent l'abandon d'un enfant est présenté comme elle l'a abandonné pour qu'il ait une meilleure vie, elle l'a abandonné pour pas qu'il souffre, ou enfin voilà. Et là en fait non, elle a juste, c'est même pas un vrai abandon, mais elle a abandonné émotionnellement ses enfants, mais juste parce que elle ça lui faisait rien quoi. Voilà, et parce que elle pouvait pas, donc elle peut pas et elle y arrivait pas, et voilà, enfin un roman qui dit que l'instinct maternel n'est pas plus fort que tout et que voilà, l'amour de ses enfants ne permet pas de tout surpasser non plus quoi. Et c'est un peu comme pour le personnage de Dolbreuse, on ne les aime pas parce qu'ils n'ont pas forcément des caractéristiques très positives ou ils n'agissent pas forcément comme on aurait envie en héros en fait. Mais ils ont leurs caractéristiques, ils sont gris, ils sont ni blancs ni noirs, et Dolbreuse par exemple, il y a son côté un peu abus de position dominante avec certains serviteurs qui est très dérangeant, mais d'un autre côté il est là pour la reine, il est là pour les princesses, il est là pour le royaume, donc voilà, il y a vraiment plusieurs choses qui se battent en duel chez lui, et voilà, ça en fait un personnage très complexe, même si difficilement aimable. Et je pense que Dolbreuse, c'est très clairement le personnage qui résume assez bien ce roman, au sens où on est très 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 loin du manichéisme. Il n'y a pas de bien contre le mal, malgré le fait qu'il y a un ange, malgré l'aspect de la guerre, voilà, il y en a qui ont voulu détruire le sceau de l'Alliance, tout ça. On est très loin du manichéisme qu'on peut trouver certaines fois. On n'est pas dans une opposition bien contre mal. C'est juste des personnages qui ont leur part d'ombre, leur part de lumière, qui ont des convictions
et qui vont suivre une voie plutôt qu'une autre. Le méchant n'est pas méchant parce qu'il est méchant ou parce qu'il veut du pouvoir. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée au début du roman quand on commence à parler de cette guerre et de cette fin de l'Alliance. Et ma première question c'était pourquoi il fait ça? Et en fait souvent la réponse à cette question donne une assez bonne indication sur le manichéisme dans un roman. C'est-à-dire que si, de mon point de vue, hein, si le personnage dit méchant qui est là et qui met la pagaille, il le fait pour avoir plus de pouvoir, pour avoir plus de terre, pour étendre son influence, pour faire grandir son empire, je trouve il y a un petit côté manichéen assez rapide parce qu'en face on va montrer une population qui est là et qui subit et qui doit défendre ses terres et voilà. Et là en fait c'est pas le cas et j'ai trouvé ça très beau. On n'a pas de méchants, on n'a pas de gentils. Lorelai c'est finalement pas un miracle qui amène le bien, c'est pas une représentation du bien, de la lumière, au contraire il a lui aussi sa part d'ombre. C'est juste qu'il est pas humain en fait, parce qu'on n'en a pas trop parlé de Lorelai, mais c'est juste que c'est une autre population que la nôtre, tout simplement. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, en parlant de Lorelai, personnellement, moi quand je voyais la couverture par exemple, ou la description qui parlait d'un ange, j'étais là en mode j'aime pas trop les histoires comme ça où il y a des anges, enfin en général, quand c'est dans un roman young adulte par exemple, c'est très cliché et très positif, en mode c'est un ange, c'est un bel homme ou une belle femme, quelque chose de très divin, très waouh. Et en fait là non, justement c'est pas du tout comme ça. Et personnellement cet ange il m'a été insupportable. D'un côté il y a le peuple qui attend énormément de lui, et lui quand il arrive il est tout aussi paumé que les autres personnes, et il ne vient pas pour faire le bien, et en plus il attend qu'on lui fournisse un laquais qui va le servir, et sa relation avec le laquais au début elle n'est pas très ok, mais après voilà, ça c'est quelque chose de voulu. J'ai vu dans l'interview de l'auteur qu'il expliquait que oui, il s'attendait à ce qu'on puisse lui reprocher une relation un peu toxique avec son laquais, en tout cas au début, et ensuite ça varie à la fin il y a une révélation, et voilà, c'est un peu étrange, je peux pas en dire plus parce que sinon je vous spoil tout, et c'est bien dommage. Mais voilà, il m'a été insupportable parce qu'il est là, il fait rien pour les autres et il attend qu'on fasse des choses pour lui, et en même temps il a un peu perdu la mémoire, il est un peu perdu comme les autres, et on sait pas trop c'est quoi cette entité au final, et comme il n'est pas humain, il a on ne sait pas ses caractéristiques et c'est très difficile de le comprendre en fait. Alors je suis pas d'accord avec Mélo sur ce point là. Je ne pense pas qu'il arrive et qu'il attende d'avoir un laquais. Ça en fait c'est le protocole que la cour et les humains ont mis en place à l'arrivée d'un ange. L'ange il tombe du ciel, il ne sait pas ce qu'il fait là, il est perdu, ça Mélo l'a dit, donc je suis pas sûre qu'il attende quoi que ce soit. En fait il est juste là et il vit et il attend que ça se passe et il attend que la mémoire revienne. Mais je pense qu'on lui aurait pas proposé de laquais, il s'en serait fichu. Ah oui, mais comme on lui en a proposé un, il l'a accepté, et en attendant, quand le laquais a pas fait ce qu'il attendait de son laquais, il lui a fait souffrir une douleur insupportable, et donc du coup il a quand même accepté son laquais. Donc du coup ça c'est autre chose. Effectivement il l'a accepté, mais comme il a tout accepté hein. Je veux dire il est arrivé, on lui a donné une chambre, il a fait ok, il est arrivé, enfin quand on est venu pour lui demander de soigner quelqu'un, il l'a fait, il aurait pu ne pas le faire. Donc voilà, effectivement, pareil, il est, comment dire, complètement, il subit un peu, c'est-à-dire voilà, il suit, on lui dit bah vas-y, puis il suit. Ça s'affine avec le temps d'ailleurs, au fur et à mesure que la mémoire lui revient, il commence à dire non, il commence à avoir une individualité et à prendre ses décisions et à dire ce qu'il veut lui. Par contre, par rapport à sa relation avec le laquais, effectivement il accepte le laquais, mais comme il a tout accepté, donc jusque là je suis pas choquée. Et je pense que, et ça c'est décrit d'ailleurs, au moment où il touche le laquais, il se passe un truc. Il se passe un truc qui n'est pas exprimable, qui n'est pas humain, qui n'est pas... Voilà, il se passe un truc, le laquais devient l'ombre de Lorelai. Ça devient son reflet, ça devient... Ça ne devient plus en fait, justement, le laquais disparaît et s'intègre en fait dans Lorelai. C'est juste une réminiscence de Lorelai, quelque chose qui se balade à côté de son corps mais qui est lui. Et donc effectivement, au début, Lorelai s'éloigne, se sépare de... Enfin non, le laquais s'éloigne de Lorelai. Lorelai qui le prend très mal et qui fait subir à son laquais une vive douleur. Pour moi, on peut pas dire qu'il y a un souci dans la... Enfin, comment dire, j'essaie d'exprimer ça correctement.
Oui, la relation n'est pas ok, ça veut dire que si votre copain vous fout une baffe parce que vous êtes allé vous promener avant qu'il se réveille, il y a un problème, je suis d'accord. Mais là, on n'est pas du tout dans le cadre de cette relation-là. Pour moi, c'est absolument pas comparable et on peut pas dire oui c'est ok, oui c'est pas ok. Juste, il est lui en fait, enfin... Voilà, je sais pas si c'est très clair. Pour moi, c'est pas... Enfin, si c'était entre deux humains, oui, ce serait une relation toxique, mais en l'occurrence, c'est pas une relation, c'est... Enfin voilà, pour moi c'est pas une relation, c'est juste un morceau de sa personne qui s'éloigne et donc oui il décide de le punir, mais en même temps le laquais quand il a signé le papier, enfin c'est pas un papier qu'il a signé mais il était ok, on lui a dit mec tu n'existes plus, à partir de maintenant tu n'as plus d'existence propre, tu n'as plus de libre arbitre, tu n'as plus rien, et le gars il a dit ok, donc c'était dans le contrat quoi. Voilà, mon avis sur la question. Et du coup effectivement à la fin il se passe un truc. D'ailleurs il se passe beaucoup de trucs à la fin, hein. D'un seul coup, dans les derniers pourcents du livre, on apprend plein de choses, il se passe plein de choses. Moi tout ce que je peux en dire c'est que je n'ai pas compris grand chose, je me suis retrouvée dans une espèce de flou total où il se passait des trucs, et honnêtement même les révélations finales ne m'ont pas permis d'appréhender complètement ni l'univers, ni les actions, ni les mythes et légendes qui se cachent en dessous. Je vous avoue que tout devient un peu mélangé, encore plus flou que ça ne l'était au début. Donc en fait pour moi, les explications plutôt que d'éclaircir certaines situations et de m'apporter des réponses, ça m'a encore plus plongé dans le flou. Et je sors de cette lecture assez mitigée parce que j'ai aimé la plume, j'ai aimé comme je vous dis certains personnages, l'univers est ok, on sent qu'il y a un truc, mais... je l'ai à peine touché du doigt quoi, parce que pour moi ça avait une forme d'abstraction et de flou qui m'a empêché de kiffer quoi. Alors là je suis pas d'accord, en fait je pense que enfin, j'ai à peu près la même sensation, je reste dans le flou et mais je pense que on a cette sensation de ne pas avoir compris parce qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de plus à comprendre, on a compris tout ce qu'il y avait à comprendre et tout le reste bah, c'est une histoire d'ambiance et c'est quelque chose de voulu et en effet toutes les explications arrivent à la fin. Je dirais même dans les 5 derniers pourcents, ce que je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré que ce soit distillé un peu plus au fur et à mesure pour faciliter la lecture et puis la compréhension aussi. Voilà, c'est vraiment dommage parce que moi j'aurais pu abandonner à 30% alors que bon, s'il y avait ces explications un peu plus au fur et à mesure, ça m'aurait peut-être aidé à continuer et à mieux comprendre cet univers. Mais c'est sûr qu'à la fin on reste quand même perplexe et par exemple il y a des petites choses, des questions qu'on se pose et je serais incapable de dire si c'est des incohérences ou si c'est juste moi qui n'ai pas saisi une des choses de l'univers en fait. Bah entièrement d'accord, hein. Qu'est-ce que l'évanescence, à quoi ça rime exactement, pourquoi certains royaumes ont conservé la magie et d'autres pas, le système de magie en soi qui se base sur des gemmes, les couleurs des gemmes, enfin on sent qu'il y a quelque chose de, comment dire, il y a quelque chose de grandiose là-dessous, mais moi j'ai pas trop compris quoi. Ou alors c'est parce que soit j'avais pas tous les éléments pour comprendre, soit je les avais mais c'était tellement flou que j'ai pas réussi à tirer un fil de la pelote qu'on m'a présentée. Dernière chose dont je voulais parler à propos de ce roman, c'est l'aspect gothique, pas vraiment gothique. Alors, ok on n'est pas dans un gothique de type Léo de Hurlevent, le gothique du 18e siècle, où ça se passe dans le réel. On est dans quelque chose de 100% fantasy. Mais il y a quand même, en fait c'est de par l'ambiance je dirais qu'il y a un aspect très gothique. De par l'ambiance et les émotions, le côté sombre. On n'est clairement pas dans les codes du gothique, hein, mais il y a une inspiration gothique. Et c'est ce que disait l'auteur dans l'interview qu'il a réalisé pour le Plib. Pour moi c'est gothique parce que bah, déjà dans ces personnages il y a un ange un peu déchu, enfin il n'est pas déchu mais bon voilà, il y a un ange assez sombre. Il y a une ambiance de type presque suicide, dépression, burn-out comme j'ai déjà dit, même si c'est pas vraiment nommé mais c'est ce à quoi ça me fait penser et certainement à d'autres problèmes, psychologiques que je ne connais pas en fait, que je n'ai pas pu identifier du coup. Ensuite il y a des situations du passé qui hantent le présent et qui... Bah voilà, c'est clairement c'est l'histoire des royaumes de Vèvres et des autres royaumes voisins et c'est leur religion et c'est ça qui fait toute l'histoire, tout le scénario. Et aussi, bon bah on est dans des lieux et des ambiances plutôt ténébreuses, je pense notamment à Ronce et puis bon bah à plein d'autres choses aussi. Et il y a ce lien avec la nature
et puis toute l'ambiance qui pèse sur le roman et sur les personnages. Et donc pour moi ça me fait dire que ok, ça part réellement du genre gothique, mais c'est le début d'un nouveau genre gothique, un genre un peu plus moderne qui se mélange à la fantasy. Bon, bah dans l'ensemble, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de bons points finalement parce qu'on avait énormément de choses à en dire. Maintenant, effectivement, je pense que malgré les autres lectures de Vincent Tassi qu'on a appréciées, celle-ci n'était pas faite pour moi, pour nous. Je pense que c'est une lecture qui est compliquée à appréhender, tant par les thèmes que par la plume, que par l'ambiance. C'est pas une lecture facile, et ça, tous ceux qui viendront me dire mais si c'est facile, je leur dirais bah alors on n'a pas les mêmes facilités très clairement. Donc voilà, mitigé, il y a plein de bonnes choses, mais je dirais c'est pas fait pour tout le monde. Entièrement d'accord, je reste assez perplexe à la fin de cette lecture. Clairement, Vincent Tassi a du talent, hein. Il sait écrire, il y a vraiment des mots, du vocabulaire, il y a du vocabulaire que je n'avais pas, hein, clairement, et il sait construire ses univers, il y a vraiment quelque chose, mais je ne conseillerais pas ce roman pour commencer à découvrir Vincent Tassi. Vaut mieux se tourner vers Comment le dire à la nuit. Comment le dire à la nuit, qui est, comme on le disait au début, plus représentatif de son style jusque maintenant. Peut-être que là il a passé un tournant et du coup les romans suivants sont plus proches de Diamant, mais je conseille vraiment pas de commencer par Diamant. Je dirais que ça risquerait de bloquer certains, enfin moi c'est l'effet que ça me fait, j'ai trop peur que ça vous bloque dans la découverte de ces autres romans qui sont vraiment différents, donc voilà. Sur ce, on a fini cette comparaison. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en commentaire pour nous donner votre avis à vous si vous avez lu ce roman. Surtout que je pense qu'on a des avis très différents, des avis élogieux qu'on a vus un peu partout. Donc ça peut être très intéressant. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.